c'est parti pour faire l'abri à bois. Alors ici vous voyez juste derrière le tas ou sous le tas, je vais devoir mettre un poteau. Donc première étape, virer ce tas de terre. Le tas de terre, je l'ai enlevé à la main, enfin à la pelle et à la brouette, et je l'ai étalé directement dans le potager. C'est de la terre qui était pas trop dégueulasse, du coup on a mis ça là-bas. J'ai essayé de le faire au tracteur tondeuse, mais j'avais du mal à faire demi-tour, donc tout à la main. Pareil pour la terre des trous, je l'ai étalé directement dans le potager. Comme le laser vert on le voit pas au soleil, j'ai fait ça avec la bonne vieille méthode du fil à plomb. Ensuite on a fait un petit coup de bétonnière, histoire de remplir de béton les trous qu'on venait de faire. J'ai pas utilisé de niveau parce que je vais mettre des plots réglables. Ensuite on passe à la préparation des poteaux pour des assemblages à mi-bois. Du coup on fait ça à la main, scie japonaise et scie sauteuse pour enlever le bois en trop. Bon, voilà ce que ça donne. Bon, la coupe à la main elle est bien droite. Par contre la fin avec quand je fais ça à la scie sauteuse là, vous voyez c'est parti un peu en cacahuète là à l'intérieur. La lame en fait elle est tellement longue qu'elle se laisse embarquer. La technique de sciage à la main s'est améliorée. Par contre pour enlever le truc au milieu là, soit faut que je le fasse au ciseau, mais c'est beaucoup plus long, soit je le fais comme ça et bon, peut-être qu'il faut aller moins profond et faire la fin au ciseau, je sais pas, bref. Bon, pour l'abri à bois, ça va. Il m'en reste encore 2 à faire comme ça. Et voilà, et vous allez voir, il y a un autre petit assemblage aussi. C'est parti. Alors on commence avec les petites dents crantées comme ça là. Est-ce que vous voyez quelque chose là-dessus? Avec les petites dents crantées comme ça, normalement c'est fait pour aller en travers fil. Mais pour faire le démarrage c'est quand même vachement mieux. Du coup on fait... On n'appuie pas. Une fois que la coupe est bien démarrée, bien nette, qu'on a bien amorcé le mouvement, on va retourner la lame pour utiliser les autres dents qui sont un peu plus triangulaires et qui elles sont faites pour couper dans le sens du fil du bois. Ça augmente l'efficacité de la coupe. Il suffit de bien suivre le premier tracé qu'on a fait lors de l'amorçage. Pas terrible, ça arrache les fibres, je coupe pas assez. Par contre le maillet anti-rebond très bien.
celui-là est mieux. Bon, on voit que mes essais de coupe avec le ciseau, c'est pas terrible. Valait mieux finir à la scie sauteuse. Alors en fait, j'ai découvert un truc. Elle est où? Avec la scie sauteuse là, il y avait ça. Et en fait, j'avais pas tout à fait compris ce que c'était. Mais je pense qu'en fait, ça joue sur l'angle là. Et donc, il faut que je me mette comme ça. Pour avoir vraiment pile poil la perpendicularité. Vous voyez? On voit bien, ça avance ou ça recule. Et pour être à 90 et pas que le bas de la lame il soit en avant de ma découpe, et ben il faut que je sois bien sur 3. Voilà. Bref, moi je trouve que c'est pas mal là. Donc on va aller le mettre en place. C'est parti. Bon voilà, le support est fixé. Alors, c'est des supports qui font 100 par 100. Donc, normalement, c'est fait pour des poteaux de 12 par 12 ou de 20 par 20. Mais moi, j'ai réutilisé du support en 8 par 12. Du coup, je les mets légèrement de biais. On s'en fout puisque de toute façon, c'est l'axe qui compte. Comment est mis le support, on s'en tape. Si vraiment ça gêne, je viendrai mettre un coup de disqueuse là et puis terminé. Voilà. Bah, c'est prêt. Je vais pouvoir aller visser ça dans mon support qui est mis sur ma dalle et puis on va voir si ça rentre. Pour le support de ce poteau là, j'ai pas fait de trou. Il y a une grosse pierre en grès des Vosges, qui était posée là au bas de l'escalier. J'ai simplement perforé directement dans la pierre. J'ai choisi de faire ça pour limiter les efforts, ne pas avoir à enlever une pierre qui était là pour faire un trou et mettre du béton à la place, c'était complètement inutile. J'ai préféré décaler mon poteau d'une quinzaine de centimètres. Même si je suis pas tout à fait aligné, c'est pas très grave, mais au moins j'ai pas fait d'effort pour rien. De la même façon, on a décidé de réutiliser les poteaux d'étendage qui étaient là. L'ancien propriétaire avait fixé des poteaux, alors là ça s'envolera pas, il y a un gros plot de béton. Ça doit être des poteaux téléphoniques ou un truc comme ça, sur laquelle il a soudé une cordinière métallique. Et alors ça tient, c'est soudé très très bien, je me suis pendu dessus, ça s'arrachera pas. Voilà, donc on réutilise ça pour faire notre abri. C'est à mon avis le plus simple qu'il y avait à faire. Bon, du coup voilà, j'ai fait ma première encoche. Hop là, j'ai fait ma première encoche ici. Du coup c'est fixé sur le poteau du milieu. Voilà, et là-bas aussi. Vous voyez qu'ici en fait, pour faire les autres encoches, j'ai pas le même décalage. Donc je suis obligé, voilà, je me suis remis une ref. Donc je vais venir prendre la mesure ici et avec le réglé je vais aller prendre la mesure là-haut. Bon, alors à une main c'est compliqué, mais vous voyez, en fait je vais faire comme ça pour marquer l'intersection entre les deux et du coup je pourrais tracer bien mon encoche là. Voilà. Bon, avant de faire ça, je vais quand même voir si je peux pas faire un jambage de force avec ce qui me reste ici pour le forcer à se mettre droit. Voilà. Bon allez, à tout de suite. Bon voilà, vous
voyez, j'ai déjà posé toute celle-là hier soir. Et du coup, eh ben, ce matin on recommence. Donc ici, ça c'est l'assemblage, la fente là que je viens de faire. Hop. Et vous voyez que, eh ben, ça fit plutôt bien. Bon, il y a un peu d'espace, mais vous allez voir, une fois serré, il n'y a plus rien, quoi. Là et là, pareil. Donc, pour fixer ça, j'utilise les iForce de chez Spax, là, qui viennent bien me les plaquer. Bon, c'est pas de la pub, j'en ai rien à foutre. Moi, c'est ce que j'utilise parce que c'est ce qu'on vend à côté de chez moi. Et vous pouvez les trouver un peu partout. Et des équivalents dans d'autres marques. Donc voilà, et donc vous voyez que d'après mes plans, j'avais fait un écartement de 94 de mémoire entre chaque chevron. Et du coup, eh ben, ça tombe pile poil. Ça tombe pile poil, ça m'emmène bien jusqu'au bout là-bas, ou quasiment jusqu'au bout. C'est plutôt pas mal. Bon voilà, donc maintenant que j'ai pris mes cotes dehors, je peux reporter tout ça ici. Donc, vous voyez que j'ai donc le point de sortie, l'intersection, puisque j'ai ma poutrelle qui est arrivée par ici par exemple. Et c'est le point d'intersection une fois que cette partie-là aura baissé verticalement. J'avais noté sur le morceau de bois l'écartement à rattraper, 5. Donc ici, je dois monter de 5 mm le long de ce trait-là. Ça me donne mon point d'intersection. Ici. Et hop. Je trace. C'est peut-être pas la bonne méthode, hein. Moi, je vous dis ça, c'est une méthode que j'ai mis au point, que je me suis trouvé en faisant cet abri là. C'est la première fois que je fais ce genre de truc, mais ma foi ça marche. Mes encoches sont parfaites ou quasi parfaites. Après c'est de la réalisation avec le ciseau à bois, vous allez voir, mais en fait ça permet vraiment de faire l'encoche qui est dédiée au bois. Parce qu'en fait, les grandes traverses, là, elles peuvent être légèrement... Bon, là, elles sont un peu voilées. Du coup, en fait, l'écartement n'est pas toujours le même. Mais bon, ça fit vraiment très très bien. Ça, on va les faire pareil là-bas au fond. Donc pour faire ça, il suffit d'un réglet. Donc là, j'ai 7 mm à rattraper. Hop, je fais la même des deux côtés. Et maintenant, on va passer à la partie réalisation. Et donc, normalement, si je ne me suis pas gouré, là, ça doit être à peu près droit. La scie jappe, moi, franchement, j'utilise plus que ça. La scie à l'européenne, il faut pousser, ça ne me va pas du tout. Donc là, je scie légèrement en biais pour suivre mon trait et vraiment sur le trait. Ça, il y a Yann Birkenwald qui a fait une super vidéo sur comment scier perpendiculaire à la main. Je ne fais qu'appliquer ses conseils, hein. Rien de plus. Tac. Tac. On se met un petit repère visuel pour l'attaque au ciseau. Et on va aller faire l'autre côté. Alors du coup, là, ça marche mieux en se fixant à l'avant de ce qu'on a... Ah oui, alors du coup, ça marche pas. Hop. Je suis droitier. Du coup, le maillet, je tape avec la main droite. Du
coup il faut qu'il soit derrière le ciseau, donc forcément de ce côté-là. Donc, est-ce que vous allez y voir quelque chose avec ça? Voilà. Donc toujours notre ami de Birkenwald a fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur l'utilisation du ciseau. Et en fait, effectivement, parce que moi j'aime pas croire tout ce qu'on me dit comme ça, j'aime bien vérifier. Effectivement, quand on l'utilise comme ça et qu'on vient taper, par exemple là vous voyez je vais avoir de la place, un peu de marge, donc je vais vous montrer. Quand on vient comme ça et qu'on vient taper, la lame a tendance à plonger. Et ça, c'est pas ce qu'on veut, parce que du coup, moi je veux pas traverser mon trait. Du coup, quand on fait comme ça, là, la lame elle a tendance à sortir et c'est nous qui sommes obligés de lui donner la direction. Voilà. Et là, ça vient arracher. Et du coup, en fait, on peut contrôler beaucoup mieux. Enfin, ça vient arracher, ça vient couper. On peut contrôler beaucoup mieux le mouvement. Il suffit de basculer un tout petit peu le ciseau vers l'arrière et on peut suivre le trait tout à fait correctement. Bon, après chacun fait comme il veut. Moi du coup j'aime bien le tenir à plat comme ça. C'est pour l'équerrage, pour être sûr d'avoir à peu près le bon angle, pour avoir le moins possible à corriger. Et une fois qu'on est presque, qu'on a enlevé le gros et qu'on fait la finition, là on peut l'utiliser dans ce sens là. Mais la différence c'est que avec ma main droite, c'est moi qui pousse sur le manche et donc en fait je l'empêche volontairement de remonter. Et c'est là où on arrive à faire des copeaux. En fait, on lui redonne une espèce de fonction rabot en l'empêchant de descendre dans le bois, quoi. Ce que doit faire certainement comme effet la semelle du rabot. Et voilà. Bon voilà, ça doit faire un mois que c'est fini. Vous avez vu, on a chargé du bois de l'autre côté. On a, avec des restes de palettes, de trucs, on a fermé entre les deux. Enfin fermé plus ou moins entre les deux. Et j'ai mis de l'OSB au fond. Comme ça au moins, ça fait une vraie délimitation. Un peu de spoil, portail. C'est histoire de fermer, de laisser l'espace jeu pour les enfants et qu'ils ne viennent pas vers les machines. Ici, bah, du coup, bétonnière, tracteur tondeuse. Pour le moment, les vélos sont là, mais je vais faire un abri côté jeu d'enfants pour leurs vélos. J'ai apporté l'électricité et de la lumière et une prise bien utile pour recharger le tracteur tondeuse qui, a priori, n'a pas d'alternateur dedans. Voilà. Bon, le grillage il est là en stand-by parce que je vais m'en resservir pour continuer à être clôturé. Et voilà, donc pour le moment c'est toujours du bois de récup.
J'ai un voisin qui m'a donné du frêne qui est à brûler, qui est bien. Il y a du cèdre qui était coupé quand on est arrivé, qu'on a rangé là, et du vieux bois d'un voisin. Donc voilà, bon, on verra. Le pouvoir calorifique est peut-être pas extraordinaire, mais ça se brûle. Et c'est gratuit. Donc, enfin gratuit d'euros, mais pas gratuit d'énergie dépensée pour le couper et le ranger. Voilà. Et donc, pendant qu'on est sur le thème, vous voyez, donc là c'est des 1 mètre qui sont encore à couper. Et on en a encore, je sais pas, une dizaine de stères au fond là. Voilà, donc on devrait pouvoir arriver à se chauffer. Allez, à bientôt!